L'idée, voilà, vous voyez la preuve. L'idée, évidemment, c'est que vous verrez, il va y avoir plusieurs intervenants, ça va être très dynamique et c'est vraiment de pouvoir, pour vous, après, revoir les interventions qui vous plaisent le plus, de pouvoir les partager éventuellement, et puis aussi pour les personnes qui ne pourraient pas se connecter, d'avoir accès au webinaire, évidemment. Voilà. N'hésitez pas, dans tous les cas, à utiliser le chat, parce que les intervenants pourront répondre au fur et à mesure des questions. Alors, justement, de quoi va-t-on vous parler aujourd'hui? Eh bien, en fait, on va vous parler évidemment RH et RSE. Vous allez voir les liens, vous allez voir les nouvelles tendances avec des acteurs spécialistes évidemment de toutes ces questions-là. On va vous parler du concours Fil à Talent, que vous soyez d'ailleurs plutôt étudiant, professeur ou vous soyez RH ou RSE en entreprise. Tout cela va vous concerner. Vous verrez, la cadence va aller assez vite. Évidemment, nos experts ne pourront pas parler de tout leur scope. Il va y avoir un focus à chaque fois. Et vous pourrez bien sûr les recontacter. Et je vous propose de tout de suite commencer en me présentant et je vais présenter mes invités à chaque fois au fur et à mesure. Moi, je suis la présidente de Filamentor. Filamentor est un organisme de mentorat et de formation pour les salariés en entreprise. En fait, à travers les process que nous mettons en place, nous visons à la fois les success stories RH au niveau entreprise et salariés, mais aussi une sensibilisation, quelle que soit la fonction, à la RSE. L'idée, c'est vraiment d'aller sensibiliser tous les collaborateurs. Au-delà de ça, Filamentor est engagé et va plus loin que son business model avec le concours Fil à Talent dont on vous parlera. Et je passe la main tout de suite à ma première invitée, Marie Larsonneau, comme porte-parole de l'AFMD, partenaire du concours. Et Marie, je te laisse te présenter et nous parler évidemment de l'importance justement d'aller aussi sensibiliser, améliorer encore la prochaine génération de managers. Merci Katia, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je représente aujourd'hui l'Association française des managers de la diversité, l'AFMD, qui est une association qui a fêté ses 15 ans l'année dernière, qui travaille depuis 15 années sur la prévention des discriminations dans le milieu professionnel. Pour y parvenir, en fait, on fonctionne comme un réseau d'employeurs. On a aujourd'hui 185 adhérents, parmi lesquels des entreprises privées de toute taille, tout secteur, des institutions, des collectivités publiques, et puis un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur, aussi bien des universités que des grandes écoles. Le point commun de tous ces acteurs, c'est effectivement d'œuvrer pour lutter contre les discriminations dans le milieu professionnel et s'engager pour mettre en place des politiques de diversité et d'inclusion en interne. Ce qu'on leur propose, nous, c'est un espace de rencontre. On va pouvoir les guider, les orienter, accompagner ces professionnels de la diversité et de l'inclusion qui sont souvent rattachés soit au pôle RH, soit au pôle RSE. Donc, c'est tout l'intérêt de la présentation d'aujourd'hui de Katia, c'est qu'effectivement, ce sont des fonctions qui dialoguent entre elles et qui œuvrent aussi bien en interne qu'en externe. On a vocation, donc, dans ces espaces de rencontre, de les outiller, de les accompagner, de mettre en commun des pratiques et des problématiques en essayant d'y apporter des réponses collectives. Et pour y arriver, en fait, la FMD fait de la recherche depuis 15 ans maintenant. On s'associe avec des professionnels des sciences humaines et sociales, avec des doctorants, des chercheurs, des chercheuses, des spécialistes finalement de ces enjeux. On travaille sur l'ensemble des critères de discrimination et on va favoriser aussi bien l'inclusion que l'intersectionnalité entre les différentes problématiques liées à ces critères, comme le sexisme, le racisme, les LGBTI-phobies, quelle est leur place dans l'entreprise, dans le monde du travail, tout au long de la vie d'un salarié ou d'une salariée, depuis le recrutement jusqu'à la gestion de carrière, dans tous les processus internes de l'organisation. Et le point commun que l'on a finalement entre tous les adhérents de la FMD, au-delà d'être engagés ouvertement et activement sur ces enjeux de lutte contre les discriminations, c'est que tous ces acteurs ont à cœur de préparer les futures générations et préparer leur arrivée dans le monde du travail. Et pour les préparer, il y a plusieurs choses, à la fois parce que euh, si vous êtes une entreprise, vous travaillez déjà en fait avec un certain nombre d'étudiants et étudiantes qui vous embauchez aujourd'hui en stage ou en alternance. Ce sont les salariés que vous aurez demain, ce sont les collègues que vous aurez demain et les managers que vous aurez demain. Mais si vous êtes aussi un établissement d'enseignement supérieur,
vous avez cette double responsabilité vis-à-vis de votre corps enseignant ou votre corps administratif à travailler sur la prévention des discriminations, mais aussi vis-à-vis une responsabilité vis-à-vis de vos étudiants et étudiantes qui sont aujourd'hui en parcours dans vos établissements. Et alors, qu'est-ce qui est intéressant? Qu'est-ce que l'on fait ensemble à l'AFMD avec ces acteurs et pour justement préparer les futures générations? C'est tout un travail de représentation. L'idée, c'est déjà de relayer les pratiques et la voix de nos adhérents qui sont donc engagés sur ces questions-là, de les relayer pour notamment donner à voir aux étudiants et aux étudiantes ce que font les employeurs, comment est-ce qu'ils travaillent ces enjeux, là où est-ce qu'ils ont des besoins. Et parmi les besoins, donc, il y a effectivement un gros travail de collaboration dans la relation avec les écoles pour attirer des publics plus diversifiés, plus représentatifs de la société aussi, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il est plus difficile de recruter comme avant ou de recruter comme on en avait l'habitude. L'idée aussi, c'est d'agir pour qu'il y ait plus de mixité, plus de diversité dans les promotions, dans les filières, notamment les filières qui ont tendance à tendance majoritairement masculine ou féminine, ou attirer un certain public de telle origine sociale ou plutôt dans des zones urbaines ou rurales. Donc, il y a vraiment un enjeu d'apporter plus de mixité et ça se fera conjointement entre le secteur privé et public, donc les employeurs d'un côté et puis les écoles de l'autre. Il y a aussi un fort enjeu à déconstruire tous ces préjugés, tous ces stéréotypes qu'on va avoir depuis notre enfance et qui vont orienter nos choix d'orientation scolaire et nos choix de métier pour plus tard. Et donc, ce travail-là, il est aussi fait de main entre tous ces acteurs. Ce qui nous a semblé aussi intéressant de faire à la FMD ces 2 dernières années, ça a été d'outiller le monde de l'enseignement supérieur. On a, par exemple, élaboré un kit, notamment avec le Défenseur des droits et avec le soutien du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, pour appréhender de façon plus globale la prévention des discriminations dans l'enseignement supérieur et la recherche. Quel était l'objectif de ce kit? C'était à la fois d'outiller le corps enseignant, le corps administratif des universités, des grandes écoles, pour que justement, dans la manière dont ils vont ou elles vont communiquer, la manière dont ils vont dispenser leurs cours, eh bien, on fasse attention à ce qu'il n'y ait pas de biais, qu'ils soient conscients ou inconscients, qui puissent amener à des discriminations ou qui vont influencer quelque part le choix ensuite des étudiants et des étudiantes. L'objectif de ce kit, c'était aussi de préparer les futurs managers de demain, qui ont finalement une grande responsabilité, puisque ce sont les générations qui intégreront le marché du travail dans les années à venir, qui composeront donc les équipes des entreprises, des collectivités, des institutions de demain, qui devront, dans la mesure du possible, avoir un comportement exemplaire, c'est-à-dire savoir être inclusif soi-même, pouvoir pratiquer l'inclusion au quotidien, que l'on soit donc dans sa posture, dans ses messages, dans ses attitudes, pouvoir recruter inclusif, pouvoir manager inclusif. Euh, c'est effectivement ce qu'on attendra de ces futures générations, mais il y a aussi tout un travail de être conscient soi-même finalement de ces attitudes, de ces propos qui peuvent être déplacés, ces comportements qui sont finalement bannis dans l'entreprise ou dans le monde du travail, qui peuvent être sanctionnés par la loi, et donc apprendre à les détecter et à réagir face à ces comportements, ça va être effectivement pas un devoir, mais une grande responsabilité qui sera attendue pour les futurs managers de demain. Donc c'est vraiment cette, cette vision-là qu'ont aujourd'hui les adhérents de la FMD dans la manière dont ils doivent collaborer aussi ensemble pour préparer ces futures générations. Je pense que le concours Fila Talent en est aussi un petit peu la preuve, c'est-à-dire qu'il y a ce besoin de créer des synergies entre les employeurs, entre les établissements d'enseignement supérieur et entre les étudiants et étudiantes eux-mêmes pour que les solutions, l'innovation vienne de l'intelligence collective entre tous ces acteurs-là. Et donc, c'est tout l'intérêt de cette matinée, présenter
le concours, pouvoir croiser les regards entre ce que les étudiants souhaitent apporter aux employeurs et que ces employeurs demain puissent probablement offrir des opportunités ensuite d'embauche à ces jeunes qui, parce qu'ils sont déjà engagés, permettront demain à l'entreprise de progresser et d'être engagée sur le long terme. Bravo. Voilà, Katia. Merci beaucoup, Marie. Reprends le flambeau. Justement, c'est un très bon lien pour parler RSE, innovation, et vous verrez après d'ailleurs les success stories RH que tu as presque commencé à annoncer. Je reprends le flambeau avant d'entendre mon second invité pour vous parler du concours. En quoi ça consiste le concours Fil à Talent? Alors en fait, on va avoir des étudiants. D'abord, c'est un concours national qui est en partenariat du coup avec un certain nombre d'acteurs, tous les acteurs que vous allez entendre aujourd'hui, entre autres choses. Et ce sont des étudiants de toute la France post-bac qui vont se positionner sur des sujets RSE. Alors soit un sujet libre applicable à une organisation de travail, soit un sujet proposé justement par nos partenaires, notamment les entreprises. Pendant plusieurs mois, les étudiants vont être mentorés pour construire une solution de très bonne qualité. Ils vont être montés en compétences, sensibilisés à la RSE pour proposer vraiment des solutions qui vont être différentes et qui vont être très bien pensées. Ils vont ensuite passer en jury devant tous nos partenaires et ça sera la possibilité pour nos partenaires d'avoir accès aux solutions. Alors, qui sont ces étudiants? Vraiment, on les cherche dans tous les cursus. L'idée, c'est d'avoir des idées absolument différentes et aussi d'avoir une sensibilisation RSE dans tous les métiers. Et c'est vraiment ce qu'on va aller construire avec cet écosystème de partenaires qui est derrière Fil à Talent. Les étudiants sont sur toute la France. Je vous partage la carte de la dernière édition, sachant que la prochaine édition va tripler de taille. On a vraiment des étudiants partout, de tous les cursus. On trouve de la fac, de l'UT, Sciences Po, on trouve des écoles de commerce, on trouve des écoles d'ingé, etc., des masters RH. Et on va aller chercher même encore d'autres cursus. On va aller chercher des cursus en pharma, bio, IT, d'autres types de cursus pour venir répondre aux problématiques à nouveau de façon différente. Voilà, la dernière édition, c'était par exemple 20 solutions in fine. Et à nouveau, on triple la taille cette année. Dans tous les cas, on a deux types d'étudiants. On a ce qu'on va appeler les étudiants cursus embarqués, c'est-à-dire qu'en fait, tout un cursus entier va participer au concours avec l'appui du professeur. Autre possibilité, c'est les étudiants en candidat libre qui peuvent, avec des amis à eux ou seuls avec d'autres personnes du concours, construire une solution. C'est deux types de personnalités différentes. C'est intéressant pour ces avoirs. On va chercher cette diversité. Et derrière, ils vont être montés en compétences pour savoir faire du projet, construire un projet solide, savoir le présenter. On va travailler sur les soft skills, comprendre le monde d'entreprise, pourquoi une solution est applicable ou non. Et puis, bien sûr, on va avoir de la sensibilisation RSE derrière tout ça. Donc, je vous l'ai dit, un concours qui triple sa taille. On va chercher des cursus en plus. On a toute une communication sur les réseaux sociaux pour venir aussi chercher des étudiants motivés, des étudiants qui ont envie de monter en compétences. On va privilégier le talent sans discrimination. Et bien sûr, avoir la meilleure couverture des sujets. Quelques exemples de sujets et de réussite d'ailleurs. On a eu des étudiants qui nous, par exemple, un sujet libre, comment lutter contre les TMS, les troubles musculo-squelettiques. D'ailleurs, ils sont montés sur le podium, c'était un sujet libre. D'autres sujets qui ont cherché le jeu pour lutter contre les préjugés en lien avec la discrimination. On a eu aussi des sujets sur le vélo, comment faire du vélo un atout en entreprise, aussi bien pour les collaborateurs que pour l'écosystème autour des collaborateurs. Des sujets qui ont été développés différemment selon qu'il y ait une stratégie RSE en place ou non. On écoutera tout à l'heure l'équipe des lauréats, Clémentine, Vincent et Alexia, qui ont répondu au sujet comment sensibiliser les collaborateurs dans une entreprise. Ce qui a été génial, en plus de la construction magnifique de leur projet, c'est de toujours remettre la parole du collaborateur au cœur du système. Et puis aussi, par exemple, sur l'évolution des métiers avec la RSE, l'idée d'échelle de temps qui a été proposée. Vous retrouverez encore d'autres types de sujets, de solutions, comme la sensibilisation à l'anti-gaspillage et au recyclage, des solutions faites aussi sur l'humour, des solutions de lutte contre le cyberharcèlement, etc., etc. Nos partenaires, alors ils sont à la fois nationaux
et puis locaux. D'ailleurs, je sais que certains sont aussi en auditeur aujourd'hui. Bon, la FNOR, vous l'avez compris, sont avec nous évidemment. On a eu l'APEC, la CCI, et puis aussi, on a des entreprises, vous écouterez tout à l'heure par exemple Kidal, un des représentants, le MEDEF en acteur institutionnel, vous les écouterez aussi, et puis des associations. Mais vraiment sur cet écosystème, ça c'est vraiment la dernière édition. Et aujourd'hui, on va chercher encore des nouveaux acteurs qui vont entrer, notamment dans le milieu financier, mais aussi pharmaceutique. Et puis, on a des nouveaux partenaires engagés aussi. Alors, certains nationaux AFMD, vous l'avez compris, mais aussi l'Institut des territoires circulaires. Et puis, on va avoir des acteurs locaux parce que l'idée, c'est aussi de mettre les acteurs locaux, les régions en valeur. On a France Qualité Performance qui va être en Occitanie, parce que la remise des prix sera en Occitanie. Le journal attaché au MEDEF Entreprise Occitanie, Planète RSE et FAS, que vous devez connaître au niveau national, qui sera ici suivi par Grand Toulouse pour être proche des étudiants, en tout cas liés à la remise des prix. Voilà. Et je vous propose d'écouter mon prochain invité qui va nous parler justement RSE, attraction des talents, innovation. Alain Jounot, directeur du département RSE à la FNOR Group. Alain, d'écoute. Merci Katia. J'ai 10 minutes, donc je vais essayer d'être le On plus a concis 13. possible. 13, c'est gentil. Expliquer le lien entre innovation, attractivité et RSE. Alors, déjà, peut-être revenir sur les fondamentaux, sur la RSE, pour comprendre comment se fait ce lien. Ce qui cadre aujourd'hui la notion de responsabilité sociétale des entreprises, finalement, c'est la norme internationale ISO 26000 qui a été publiée en 2010. Et il faut bien la comprendre et comprendre son esprit pour voir après quelle a été la conséquence finalement de cette norme sur la performance en matière d'innovation et d'attractivité des entreprises qui ont déployé des démarches selon cette norme. La norme fait à peu près 140 pages, donc je vais vous la résumer très vite en 2-3 minutes. Si vous lisez cette norme, finalement, elle vous dit la chose suivante. Elle dit, lorsqu'une entreprise veut réfléchir à sa stratégie et sa raison d'être en matière de responsabilité sociétale, donc en matière de contribution aux enjeux sociaux et environnementaux, eh bien, elle doit avant tout prendre 2 routes en parallèle. La première route, c'est une réflexion interne qu'elle doit avoir au niveau de sa gouvernance et avec ses salariés pour regarder, selon 7 questions centrales qui sont définies dans la norme ISO 26000, quelles seraient parmi ces 7 questions centrales et les domaines d'action qui y sont associés à ces questions centrales, quels seraient en fin de compte, les enjeux prioritaires pour cette entreprise en matière de RSE. Je vais pas revenir sur les 7 questions centrales, elles sont listées dans la norme, hein. Ça va des droits de l'homme en passant par l'environnement, par la relation avec les communautés locales, etc. Et dans chacune de ces questions centrales, vous avez dans le jargon de cette norme des domaines d'action. Je vais citer par exemple la question centrale sur l'environnement. On va parler de l'adaptation au changement climatique, de la prévention de la pollution, de la préservation des ressources naturelles et puis de biodiversité. Voilà, 4 domaines d'action. Et l'entreprise, au regard de son secteur d'activité, et de son implantation territoriale, va se poser la question, est-ce que parmi ces 4 domaines d'action, j'en ai un ou plusieurs qui doivent constituer un enjeu prioritaire et un enjeu stratégique? Et elle va balayer comme ça cette question centrale. Elle va prendre une deuxième route en parallèle, l'entreprise. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir une réflexion interne, elle va se tourner vers l'extérieur, sa sphère d'influence, notamment l'ensemble de ses parties prenantes. Elle va se chercher à comprendre au travers d'un dialogue et d'une analyse de leurs attentes, quelles sont ces attentes de ces parties prenantes externes vis-à-vis d'elles en matière d'enjeux prioritaires, toujours pareil, selon ce prisme des questions centrales. Dès lors qu'elle a fait ce travail, la norme dit, enfin sans l'expliciter ainsi, mais c'est l'esprit de cette norme, finalement, vous devez croiser ces 2 réflexions, internes et externes, et ces 2 réflexions doivent vous amener à prioriser vos enjeux significatifs. Très bien. Et là, je vous ai résumé à peu près les 140 pages de la norme, puisqu'après, elle donne que quelques recommandations sur la mise en œuvre. Dès lors que vous avez fait cet exercice, vous avez travaillé sur ce qu'on appelle la rationalité substantive, c'est-à-dire comment définir une stratégie RSE qui va donner du sens en interne et en externe. À partir de là, vous allez devoir déployer cette stratégie. Et pour déployer cette stratégie, vous allez vous appuyer sur des fondamentaux de déploiement d'action.
en matière d'entreprise, que ce soit pour des TPE, TPE, PME, ou grands comptes ou ETI, c'est la même chose. C'est-à-dire comment, par rapport à des objectifs que je me suis fixés sur des axes stratégiques, comment je vais disposer de ressources financières, matérielles et humaines pour atteindre ces objectifs. Et pour ça, eh bien, vous allez travailler sur votre veille réglementaire, votre veille technologique, sur la définition des processus clés, etc. Et une fois que vous avez fait ce travail-là, eh bien, conjointement, vous mettez en place vos indicateurs puisque vous devez mesurer. Et puis, ces indicateurs vont vous permettre finalement de savoir comment vous vous situez en termes de performance par rapport au déploiement de vos actions et par rapport à l'atteinte d'objectifs fixés dans votre stratégie. J'ai résumé à peu près la démarche RSE telle qu'elle se combine. À partir de là, vous pourriez vous poser la question, mais finalement, quel est ce lien qui s'opère entre innovation, attractivité et démarche RSE? Eh bien, dans de nombreuses organisations, celles-ci, notamment des entreprises qui ont été labellisées en matière de RSE, celles-ci mettent en avant une évolution de leur approche de l'éco-socio-conception des produits et services. C'est important de rappeler que toute démarche RSE ne peut pas se contenter uniquement de traiter des impacts internes, déchets, consommation d'énergie, ou d'aborder la démarche sous le seul angle de la philanthropie, sans se poser la question d'une transformation profonde de modèles économiques et de la nature même des produits et services qui sont commercialisés. Et là, l'ISO 26000, je reviens à l'ISO 26000, elle recommande de bien ancrer la démarche RSE dans le core business, le cœur de métier, et cela commence par une réflexion sur l'innovation et la conception de produits. Alors, comment ça se fait, cette relation? Eh bien, on s'est aperçu qu'aujourd'hui, des entreprises labellisées, en fin de compte, qui ont demandé à un organisme tiers indépendant de venir regarder finalement si leur démarche RSE est super performante, eh bien, ces entreprises, pour 70% d'entre elles, ont clairement affiché que la labellisation et donc la démarche RSE structurée et crédible a permis de modifier le rapport à l'innovation et leur a permis d'être meilleurs en innovation. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que d'une part, la connaissance en amont des attentes des clients et autres parties prenantes, la connaissance des évolutions technologiques, des perspectives réglementaires, des travaux de recherche des centres techniques ou des initiatives sectorielles sont autant d'éléments qui concourent à donner à l'entreprise des informations qui sont nécessaires pour s'adapter au marché, et notamment à la bonne planification des investissements futurs en termes de matériel et de ressources humaines. Et donc, les innovations qui ont été constatées, notamment celles sur les procédés, permettent à l'entreprise de modifier son processus de production. L'entreprise peut découvrir de nouvelles manières de réduire l'impact sur l'environnement, tout en augmentant son niveau de production. Et la pollution étant signe de mauvaise efficience en matière d'utilisation des ressources, eh bien, c'est une conséquence justement du pourquoi ces entreprises innovent mieux. Si je vais résumer très rapidement le lien entre innovation et démarche RSE, mieux vous comprenez votre interaction par rapport à l'extérieur, notamment les attentes de parties prenantes, mieux et plus vous êtes en capacité d'innover sur vos process et vos produits. Ça s'appelle de la réflexion marketing stratégique. Et c'est toute la distinction qu'il y a à faire. Souvent, je cite un peu cette phrase très connue qui est « Connaissez-vous la différence majeure entre une invention et une innovation ?» Eh bien, l'invention rencontre un placard, l'innovation rencontre un marché. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'inventions qui n'ont jamais été cataloguées d'innovation parce que le principe même de la sociologie de l'innovation, c'est d'aller comprendre et finalement d'aller séduire finalement votre marché, donc vos parties prenantes, sur le fait que le produit nouveau que vous développez répond bien aux attentes implicites ou explicites de ces parties prenantes. Voilà le lien qui s'opère très naturellement, et beaucoup d'entreprises qu'on a rencontrées et qui ont été labellisées l'ont mis en avant. C'est parce qu'elles ont mieux compris finalement leur marché, leur écoute des parties prenantes. Et comme je l'ai dit, c'est pas uniquement les clients fournisseurs, c'est aussi les initiatives sectorielles, les acteurs territoriaux, les enjeux territoriaux, les centres techniques, centres de recherche, etc. Et tout ça, ça forme un ensemble qui donne, je crois que c'est Marie tout à l'heure qui disait, de l'intelligence collective pour mieux innover. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est, quel est le lien entre attractivité et démarche RSE? Alors, le constat qui a été fait, c'est que une enquête, alors tout ça, ça résulte d'une enquête qu'on a menée au plan européen
sur plus de 700 à 800 entreprises qui ont été labellisées en matière de responsabilité sociétale. Et cette enquête avait permis justement de faire émerger beaucoup d'éléments très factuels sur différents liens, notamment celui entre innovation et RSE, mais également entre attractivité et RSE. Alors pourquoi? Ben parce que c'est les entreprises qui ont engagé une démarche RSE affirment que cette démarche a un impact positif sur l'implication des collaborateurs. Elles sont nombreuses à dire que ce type de démarche favorise le sentiment d'appartenance de ces derniers. C'est-à-dire que la RSE est une démarche qui dépasse simplement les murs de l'entreprise et qui rassemble. De ce fait, les collaborateurs vont inconsciemment s'investir davantage au sein de leur entreprise lorsqu'ils trouvent un intérêt personnel, notamment au travers de leurs propres responsabilités. Par conséquent, c'est un sujet qui fédère les collaborateurs, tous les collaborateurs, et ceux-ci ils sont sensibles. Mais c'est aussi quelque chose qui rend aussi attractif vis-à-vis des talents qu'on recrute. Et ça a été mis énormément en avant par les entreprises qui ont été dans ces démarches RSE, c'est-à-dire ça favorise l'engagement, mais aussi le recrutement de collaborateurs, en particulier chez les plus jeunes, parce que l'engagement social et environnemental d'une entreprise est devenu au fil du temps un point très important en matière d'attractivité de l'entreprise pour le recrutement de ces jeunes talents. Il n'est pas, vous voyez, moi récemment, voilà, j'ai une nouvelle collaboratrice qui arrive le lundi prochain. Voilà, j'ai recruté quelqu'un. Ça faisait partie de ses premières questions sur le fait, vous travaillez sur la RSE, très bien, c'est l'objet même de ma direction, mais en même temps, qu'est-ce que vous faites en matière de RSE aujourd'hui? Et ce sont des questions très ciblées et qu'on a retrouvées auprès des entreprises labellisées qui nous ont mis en avant tout ceci. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont finalement valorisé leur démarche RSE dans le cadre de recrutement spécifique pour montrer finalement que ce qu'elle témoigne vers l'extérieur, vous le retrouvez également en interne chez elle. J'ai un dirigeant d'entreprise qui m'a dit un jour, ce qui est intéressant avec vous lorsque vous venez en entreprise pour voir si finalement on est si performant, c'est qu'on sent que l'évaluation permet de s'assurer que la RSE, ça se respire dans l'entreprise. Ce n'est pas une question de gouvernance, ce n'est pas une question de réflexion de dirigeants, c'est avant tout une irrigation et un esprit qui irrigue l'ensemble de l'entreprise dans toutes ses strates, que ce soit dirigeants, collaborateurs, ouvriers, etc., à la fois dans les process et dans les actions. Voilà ce que j'avais à dire en 13 minutes, Katia. Tu vois, j'ai respecté l'horaire. Merci beaucoup, Alain. Effectivement, beaucoup de choses à dire. L'idée, c'est aussi d'aller sur les sites internet, effectivement, des organismes que vous rencontrez aujourd'hui pour en savoir plus. On est obligé de faire chaque fois un focus. Et je reprends la main pour vous parler justement du futur, des solutions qui ont été proposées, des success stories RH qui ont été permises par le concours Fila Talent. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Eh bien, en termes de solutions, on a eu par exemple ce sujet-là qui a été sur l'attraction, justement, comment l'entreprise peut mettre en valeur sa démarche RSE pour attirer des talents. C'est un sujet qui a été pris par 3 jeunes filles qui ne se connaissaient pas, qui venaient de 3 provenances complètement différentes. Donc, à nouveau, on retrouve cette diversité de cursus, mais aussi de parcours et d'origine géographique. Pour créer une solution. Ce qui est très intéressant dans le concours, c'est qu'en fait, les étudiants ont été extrêmement motivés par le concours sur le fait de travailler avec des entreprises qui étaient engagées, qui avaient envie de développer leur RSE. Et ces étudiants sont allés justement parler de ces entreprises, de cet engagement, de leur sujet sur les réseaux sociaux. Donc en fait, ce sont ces jeunes qui sont venus parler de cet engagement des entreprises. Et puis finalement, par exemple, le sujet dont je vous ai parlé, c'était un sujet qui avait été proposé par Harmonie Mutuelle et puis in fine qui a intéressé Medicop et CGDIN.cloud. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir cet écosystème et le fait que ce concours permet aussi de sortir des sentiers battus, de voir des solutions auxquelles on n'avait pas pensé parce que voilà, on a la tête dans le guidon. On a aussi eu ce sujet, je vous en avais parlé, sur le vélo, un groupe hyper dynamique qui a à nouveau communiqué sur son sujet, sur l'intérêt finalement, au final, de 2 entreprises différentes qui sont intéressées au sujet, sur cet engagement. Et puis, je vous ai parlé des TMS, un groupe qui a terminé sur le podium, qui avait proposé eux-mêmes ce sujet-là et en fait, qui a conquis tout le jury au point d'arriver sur le podium.
Voilà, donc on a eu vraiment des solutions qui sortaient de tout ce qu'on imaginait, qui ont été, vraiment remarquées par ce jury qui sont par les jurys qui ont été des jurys de dirigeants, de tous nos partenaires. Des success stories RH également. Je vous partage 2 histoires. Évidemment, je ne peux pas toutes vous les partager. On a en haut, Léane. Léane, terminait son école de commerce. Elle n'avait jamais fait de RSE, elle en a fait à travers le concours. Au final, elle a terminé le concours, d'abord très bien classée et puis en disant qu'en fait, ce qu'elle voulait faire dans la vie, c'était de la RSE. Donc elle a recommencé un master en RSE, elle a cherché une entreprise en alternance et en fait, elle a tellement montré son talent à travers le concours qu'elle a été recrutée par un des sponsors. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit dans le concours, c'est que plutôt que de voir un CV d'un junior, de voir vraiment le talent en action, et c'est là qu'il n'y a pas de discrimination également, et ben en fait, on fait les meilleurs choix. Donc, en fait, ils ont remarqué Léane à travers tout ce qu'elle avait fait, ils l'ont embauchée. Autre success story, on a une jeune fille qui s'est distinguée par ses soft skills à travers tout le concours. Donc évidemment, j'en ai parlé aux différents partenaires. In fine, elle s'est fait approcher par un des sponsors et pour la petite histoire, on a su tout à la fin qu'elle était en situation de handicap. Donc une belle histoire. Et puis quelques autres histoires. On a Pauline. Pauline a eu une croissance en termes de performance vraiment très importante entre le début et la fin du concours, si bien que la montée en compétences permise par le concours et les sessions de mentorat ont fait qu'elle a trouvé aussi une entreprise à la fin du concours. Autre chose, on a eu le DRH de Gossin, nos sponsors, qui nous a dit: j'ai été bluffé pendant 1 heure, tant sur le fond que sur la forme. C'est notre équipe de lauréats qu'on écoutera tout à l'heure. Globalement, c'est les discours qu'on entend parce qu'on est vraiment sur de la qualité. Et puis, pour terminer, ce sont toutes ces entreprises qui, derrière, ont pris attache avec les groupes pour soit venir s'inspirer des solutions, que les étudiants viennent mettre en place la solution chez eux. Donc vraiment, la RSE qui vient être renforcée dans les organisations sans forcément avoir une charge supplémentaire en interne et avec ce regard nouveau. Voilà. Autre chose, le fait d'être aussi partenaire du concours Fil à Talent permet aussi d'accompagner vos salariés. C'est-à-dire que vous proposez vos sujets, vous voyez les solutions in fine. Et pour vos salariés, entre-temps, on peut proposer aussi un accompagnement RH et RSE qui est fait par Filamentor et par Alain Jounot que vous avez entendu tout à l'heure. Donc, on a vraiment cette logique à venir vous aider sur ces 2 sujets, attractivité, RSE, et d'aller plus loin. Pour terminer, peut-être si vous êtes en entreprise, vous avez participé à des salons étudiants. C'est souvent extrêmement cher. Nous, on permet évidemment la possibilité d'aller venir parler de vos métiers, vos valeurs à tous ces étudiants et aux étudiants de découvrir des entreprises et des métiers pour faire ce lien de façon beaucoup plus directe. Voilà. Et puis, je vous propose maintenant d'écouter, alors c'est bien, nous aurons un peu plus de temps que prévu, nos autres partenaires du concours, ils sont variés. On va avoir, alors dans l'ordre, attendez, hop, la page d'après, on va avoir Pierre de Bouville qui venait d'une entreprise sponsor qui nous suit toujours cette année, qui viendra nous parler justement des transformations en termes de métier, du changement dans les entreprises avec ce regard de fonction de métiers aussi transverses et support. On aura ensuite Clémence Debac au MEDEF de la région Centre qui continue d'être partenaire aujourd'hui et qui viendra nous parler justement du support possible pour les entreprises et de transition écologique. Et puis pour terminer, nous aurons notre équipe de lauréats qui viendra se présenter et puis dire quelques mots sur leur expérience mais aussi sur leurs solutions. Je propose d'abord de laisser la parole à Pierre de Gouville. Merci. Je vais vous partager mon écran en espérant que ça fonctionne. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Ça bloque pas, hein? Voilà. Votre partage d'écran est en cours de chargement, donc normalement, ça devrait fonctionner. Moi, je le vois très bien, hein. Ça y est, bon, ça y est, c'est parti. Donc, a priori, si vous voyez mon écran, bonjour à tous. Donc, moi, je suis un avocat qui travaille dans un cabinet qui s'appelle Fidal. Je vais vous présenter en quelques mots le cabinet Fidal. Et je suis associé de ce cabinet, je dirige le bureau d'Orléans, et puis je vous dirai quelques mots sur la manière dont notre cabinet voit la RSE, tant en interne que vis-à-vis de nos clients. Donc, Fidal, c'est un cabinet national qui compte 2000 collaborateurs, dont 1300 avocats. Nous avons 87 bureaux répartis sur toute la France
est divisée en 12 directions régionales et on a fêté nos 100 ans l'année dernière. Donc, on a traversé le XXe siècle et toutes les évolutions réglementaires et sociétales du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Pardon, Pierre, juste, il y a des personnes qui voient toujours mon écran. Est-ce que c'est possible de retenter le partage? Alors, je vais arrêter le partage. Je vais Juste retenter. pour les personnes, excusez-moi, pour les personnes qui ne voient pas l'écran de Pierre, il faut en fait qu'elles changent dans leurs paramètres affichés, mettre l'écran de Pierre en fait. Il faut permuter. Les deux écrans sont partagés en ce moment. Ah, d'accord. Alors, sinon, c'est peut-être à moi. Tu dis dans les paramètres, si je mets... Ok. C'est pas très grave, sinon on peut se passer de Ok. l'option, hein. Option d'affichage, écran partagé, vous avez Katia Maillard et Pierre de Gouville. Ok, bon. Vous voyez pour ceux qui ont fait la manip, vous voyez mon écran. Ça, c'est toujours stressant pour l'organisateur, ces soucis techniques. Ça fonctionne bien, Pierre. Bon, On fait j'essaie la de manip. trouver, puis... Ok. Donc, un cabinet où on a toutes les expertises du droit des affaires parce que nous sommes conseil d'entreprise. FIDAL est un cabinet conseil des entreprises et des dirigeants et c'est ça qui est intéressant dans la perception de la RSE auprès des entreprises puisque pendant longtemps, certains dirigeants pensaient que la RSE allait contredire leurs objectifs de performance. On a toutes les disciplines du droit des affaires et du conseil de dirigeants et d'entreprises, dont le droit de l'environnement. Et on sait bien que la RSE ne se contente pas du droit de l'environnement. Donc, comme je le disais, nous sommes présents partout en France, dont à Orléans, et moi, je dirige le bureau d'Orléans. FIDAL, c'est plus que du droit, c'est plus que du conseil juridique. On a un écosystème global qui va du conseil en fusion-acquisition, des formations professionnelles, un cabinet en matière d'innovation et de dépôt de marques et de brevets. On est également fiduciaire, on a une activité importante en matière notariale, donc on a développé un écosystème et on est le premier recruteur sur le marché du droit, puisqu'on recrute des jeunes avocats. C'est aussi pour ça qu'on est très concerné par la RSE, puisque nos jeunes professionnels nous ont beaucoup challengé là-dessus. Et on a une école de formation interne qui est reconnue sur le marché pour l'ensemble des jeunes qui nous rejoignent. Alors, la RSE, on est un des premiers cabinets à avoir été évalué par un organisme qui évalue les cabinets en RSE selon 7 indicateurs et 21 critères, dont des thèmes sur l'environnement, le social, les droits de l'homme, l'éthique et les achats responsables. Donc, on s'est engagé au niveau du cabinet dans cette démarche-là pour avoir cette labellisation. On a également développé un fonds de dotation qui s'appelle FIDAL Green, qui récompense tous les ans des entreprises qui mettent en place des projets pour réduire l'impact environnemental. Et donc, on s'engage en interne, année après année, sur cette démarche dans tous les aspects de la RSE pour l'interne et également pour l'externe. Alors, ce qu'on constate auprès de nos clients, c'est que finalement, la RSE est un mécanisme progressif qui a pour origine finalement les parties prenantes hors opérateurs économiques et l'évolution de la société et des mentalités de toutes ces parties prenantes, donc que ce soit des consommateurs, des salariés, a pu faire évoluer à la fois le référentiel normatif, soit des normes légales, soit des normes non légales, plutôt d'organisations non gouvernementales. Mais donc, on a un arsenal normatif qui a évolué et qui a pu en même temps faire évoluer les opérateurs économiques. Donc, les opérateurs économiques ont été sous la pression à la fois de parties prenantes externes et à la fois d'un référentiel normatif et à la fois de parties prenantes internes qui sont les salariés. Et donc, ces opérateurs ont évolué et ont commencé à comprendre que la RSE devenait une nécessité pour leur structure, pour leurs entreprises, une nécessité pour continuer à progresser et à avoir de la performance. Et puis ensuite, ce cercle vicieux s'est développé, puisque les opérateurs eux-mêmes ont pu avoir un impact sur le référentiel normatif, avec un certain nombre de livres verts, de livres blancs, de demandes d'opérateurs économiques par rapport au référentiel normatif. Et puis évidemment aussi
On le voit aujourd'hui dans le secteur de la grande consommation, des opérateurs économiques qui peuvent aussi faire évoluer les mentalités par rapport à des décisions ou des innovations qui sont prises. Et donc, ce cercle-là se met en place. Nous, ce que nous pensons chez Fidal, c'est que la RSE, qui est aujourd'hui une thématique à part entière, qui est prise en charge par les entreprises, va s'intégrer dans le temps de façon très forte dans chaque processus de l'entreprise. Un peu comme la qualité dans les années 80, dans les groupes, notamment automobiles, la qualité était désignée dans un département autonome dans le secteur automobile, dans les grands groupes automobiles. Et puis aujourd'hui, il n'y a plus de département qualité parce que la qualité est vraiment imprégnée à chaque processus. Et chaque processus doit prendre en compte la qualité. Nous pensons que la RSE, ce sera pareil demain. On prendra en compte dans chaque étape d'un mécanisme, d'un processus d'entreprise, la RSE, et on l'aura finalement intégré définitivement. Et en tout cas, c'est vers ça que nous allons et nous militons pour ça. Donc, chez Fidal, comme je vous l'ai dit, on conseille les entreprises sur leur démarche RSE, mais on l'intègre en interne. C'est important. Et on a 4 blocs habituels dans nos missions. C'est le bloc gouvernance, la mission, la raison d'être de l'entreprise, la transparence des informations en interne vis-à-vis des collaborateurs, basée sur une éthique. On a aussi des référentiels normatifs sur l'éthique qui sont développés comme la loi Sapin 2. La prise en compte des parties prenantes. On prend en compte chez nous l'impact environnemental par rapport dans nos achats, ce qu'attendent nos salariés, ce qu'attendent nos clients. L'impact collaborateur, la vie au travail, c'est important. Comment on peut motiver et impliquer nos collaborateurs dans la démarche RSE? On se rend compte que c'est un sujet important, notamment pour nos jeunes professionnels qui se mobilisent et qui nous challengent, nous les plus anciens. La question de l'inclusion est également importante, on l'a dit tout à l'heure en introduction. L'environnement et le sociétal. On essaye chez Fidal, mais aussi on travaille avec nos clients pour réduire leur empreinte environnementale. Les aspects philanthropiques qui sont aussi importants. De plus en plus de clients s'engagent dans la philanthropie à travers des fondations ou des fonds de dotation. Donc, ce sont des choses que nous avons mis en place avec Fidal Green et que nous conseillons nos clients pour ça. Et puis, naturellement, l'aspect indicateur et suivi. Ce que nous constatons aussi avec nos clients entreprises, c'est qu'il est fondamental pour que ça fonctionne d'aligner les enjeux de la RSE avec le business et l'humain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas opposer RSE profitabilité, sinon ça ne marche pas. C'est ça, donc c'est important d'aligner les intérêts en fait. S'il y a un désalignement d'intérêts, eh bien alors à ce moment-là, il y aura des intérêts divergents entre l'entreprise, les actionnaires, les salariés, les parties prenantes, il y aura des blocages. Donc il faut trouver les voies d'aligner ces deux aspects très, très fondamentaux, la RSE bien sûr, et la profitabilité. Donc pour ça, il faut accompagner le changement, éduquer, expliquer avec de la pédagogie, ajuster l'organisation dans le cadre du dialogue social. Il faut favoriser l'épanouissement des collaborateurs et mettre en place des méthodes et des outils sur un mode collaboratif. Voilà ce que je peux vous dire en quelques mots. Je crois que j'ai tenu le timing et je suis à votre disposition pour répondre à des questions. Merci Pierre, j'essaierai d'incorporer les slides si c'est possible de les partager après, comme ça on pourra les rajouter pour ceux qui n'ont pas vu. Et je passe la parole à Clémence Debac. Clémence, je te laisse te présenter et puis parler accompagnement des entreprises sur tout ce qui est aussi transition écologique. Ok, alors moi aussi j'ai partagé mon écran, donc je ne sais pas si vous le voyez, il faut peut-être faire la petite manip affichage pour voir l'écran que j'ai partagé. Donc Clémence Debac, je coordonne et pilote la mission transition écologique et RSE du MEDEF Centre-Val de Loire. Le MEDEF, depuis 4-5 ans, s'est beaucoup musclé sur la question de la transition écologique et de la RSE. Au national, avec une équipe de 10 personnes maintenant qui a des chargés de mission spécialisées, climat, biodiversité, énergie, etc. Et en région, on est pilote pour une opération d'accompagnement des entreprises que nous menons depuis 1 an en collaboration avec l'ADEME et la région Centrale de Loire. Donc aujourd'hui, ce sont en fait 63 audits qui sont menés ou qui vont être menés, qui ont été menés. Des audits des flux énergie, déchets, ressources, enfin tout ce qui rentre et qui sort d'entreprise.
et des audits de pratiques RSE de l'entreprise. Ça concerne 44 entreprises. C'est intéressant, c'est de constater que ce sont tous secteurs confondus et toutes tailles confondues, ce qui veut vraiment, ce qui souligne que la RSE est bien l'affaire de tous. Et je rejoins les propos à la fois de Pierre de Gouville à l'instant et de Alain Joanneau sur la nécessité d'une démarche RSE à la fois connectée à la profitabilité, mobilisant les collaborateurs, cherchant en interne comme en externe un regard sur les différents axes de la RSE. Et l'accompagnement qu'on va proposer, nous, est situé peut-être, on va dire, à la fois en amont de ce qui est proposé par peut-être l'AFNOR et par FIDAL, un moment de prise de conscience de ce qui est fait en interne dans l'entreprise et de mobilisation des collaborateurs sur toutes ces questions pour ensuite aller plus loin. En fait, on est là pour donner l'appétence aux entreprises qui nous disent la RSE, OK, mais par quel bout commencer? Alors, je voulais vous passer les autres slides, mais ça n'a pas marché. C'est pas très grave. Si, voilà. Voilà, les motivations des entreprises, je voulais juste revenir dessus avant de laisser la parole, mais voilà, sur les différentes motivations, finalement, il y a presque autant de motivations que d'entreprises, et peu importe par quel prisme elles rentrent dans la RSE, on va de toute façon leur faire découvrir l'intégralité de la RSE, et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Et puis, bah, voilà les quelques témoignages d'entreprises qu'on a accompagnées, hein, les premières qu'on a accompagnées l'année dernière sur les effets positifs d'une démarche RSE globale. Donc voilà comment se situe aujourd'hui le MEDEF Central de Loire avec cet accompagnement donc, qui est en partie pris en charge par la région centrale de Loire, qui a été validé par l'ADEME et qui propose 2 audits de 2 jours sur les pratiques RSE et un audit des flux entrants et sortants de l'entreprise. Je crois que j'ai à peu près tenu le timing qu'on m'avait donné aussi. Merci beaucoup, Clémence. Alors, je t'avais nommé hôte en espérant que ça marche mieux, mais ça n'a rien changé. Alors, je vais passer le slide d'après. Est-ce que tout le monde voit mon slide ou pas? Est-ce que c'est bon? Sinon, il faut que tu me Oui, c'est bon. Oui, on le C'est voit bon, là. d'accord, ok, alors ça marche. Alors, je vous propose de passer la parole à l'équipe de lauréats parce que, évidemment, le concours Fila Talent, donc en partenariat avec toutes les personnes, enfin toutes les institutions des personnes qui sont représentées aujourd'hui, en fait, c'est aussi l'histoire des jeunes, de cette nouvelle génération qui arrive, qui est pleine d'idées, qui est pleine de talents, qui arrive sur le marché du travail. Et puis, donc, c'est Clémentine Lee, Alexia Trombert, pardon, et puis Vincent Janier. Est-ce que vous êtes là tous les trois et on vous écoute sur ce que vous avez construit, votre expérience du concours et puis votre solution. Alors, je suis désolée, maintenant, je ne vois plus. Voilà. Ah, je suis désolée. Voilà. Oui, on est là. Bonjour à tous. On avait préparé une petite présentation, mais je ne sais pas si on a la main pour Alors, en principe, oui. partager. Ouais, en Oui, principe, normalement, on peut partager. vas-y, essaye. Ouais. Tac. Voilà. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? C'est bon. Pareil, On je voit vous bien invite son à écran. aller en haut de votre écran. Vous avez, Oui, vous c'est voyez parfait. actuellement l'écran de Katia Maillard et à côté, vous avez options d'affichage. Et là, vous avez les différents écrans partagés qui s'affichent et vous cliquez sur celui que vous voulez voir. C'est bon, on voit bien ton écran, Alexia. Super. Ouais. Bonjour à tous, merci à Katia pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de venir partager notre expérience au sein du concours Filamentor. On est un groupe de 3 étudiants, donc Clémentine Lee, Vincent Janier et moi-même. Et comme vous l'aurez compris, on a participé à la première édition du concours Filamentor. Donc on est tous au sein du Master SIM donc, de l'Université Paris-Dauphine, qui est axé sur les innovations managériales et qui vise les métiers du conseil. Et on a tous les trois une assez forte appétence sur les sujets environnementaux et sociaux. Et on se demandait comment matérialiser cette appétence et comment monter en compétence, surtout sur des sujets liés à la RSE. Et donc, c'est comme ça que nous est venue l'idée de participer au concours. C'était une manière aussi pour nous d'avoir carte blanche sur un sujet qu'on a choisi. Donc, c'était quand même très intéressant comme démarche.
Et donc, du coup, pour petite présentation du groupe, personnellement, moi, je m'appelle Alexia Trombert. Je suis actuellement stagiaire dans le cabinet de conseil Columbus Consulting, qui est spécialisé dans la transition énergétique. Et donc, aujourd'hui, je travaille notamment avec EDF sur l'accompagnement de l'offre de fourniture et d'électricité verte pour les JO 2024. Donc voilà, je vais laisser Clémentine et Vincent se présenter. Merci Alexia, bonjour à tous. Donc moi c'est Clémentine Lee. Comme Alexia l'a dit, j'étais aussi dans le master SIM Conception et Innovation en Management à Dauphine. C'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés tous les trois. Et actuellement, je suis en stage de fin d'études chez Before Bank, donc c'est la banque en ligne du crédit agricole, et je suis chargée de transformation, donc tout ce qui touche à l'accompagnement du changement au niveau démarche managériale, RSE, et ce genre de sujet assez transverse. Et il me semble que Vincent a pu nous rejoindre. Oui, Si je me j'ai pu trompe vous pas. rejoindre. Vous m'entendez bien? Cool. Super, on t'entend bien. Super. J'avais une petite réunion avant, donc c'était assez rapide. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Vincent Janier. Comme Alexia et Clémentine, j'ai suivi le master conception et innovation en management à Dauphine. Et maintenant, je travaille chez le Mouvement Impact France où je conçois des formations avec d'autres structures comme par exemple Make Sense, Corporate for Change pour développer des programmes d'accompagnement pour transformer les entreprises, pour les accompagner à réaliser une transition écologique et sociale. Donc, ça reste dans la démarche du concours. Bon, c'était notre petite slide présentation, je rappelle. Et du coup, maintenant, on va vous parler un peu de notre parcours au sein du concours. On a postulé, on a candidaté au Challenge Filamentor en novembre 2022, l'année dernière. Et on était ravis d'être chaleureusement accueillis par Katia, qui nous a tout au long de l'année, qui a tout au long de l'année animé des militants de formation pour qu'on puisse s'épanouir au mieux au sein du concours, nous donner des outils concrets pour qu'on puisse créer justement une solution, répondre à la demande d'un des partenaires. Nous, on travaillait avec Olivier, donc, qui était directeur des ressources humaines de Gossin, avec qui on a pu aussi échanger à 2 reprises pour pouvoir vraiment comprendre son besoin. Du coup, tout au long de l'année, on a fait des sessions de brainstorming en équipe. On a conçu la solution qu'on va vous présenter rapidement après dans le cadre de ce concours. Et aussi, on a été épaulé par Anna Boata, qui était notre coach et qui nous a délivré de précieux conseils. Donc, c'est la directrice de la recherche économique d'Alliance. C'est un parcours qui nous a particulièrement plu. On a été accompagnés tout au long de l'année, tout en ayant une grande part d'autonomie et de liberté. Et maintenant, nous allons vous présenter un peu plus en détail notre solution. Oui, on va vous présenter rapidement notre solution. Donc, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas. Mais comme je vois qu'il est déjà 10h54, bon, on va faire assez vite. Alors, nous, on a créé la solution Parcours RSE. Donc, c'est une méthodologie d'accompagnement au changement et de co-création d'une démarche RSE en 5 étapes pour engager les collaborateurs dans une démarche RSE. Donc, à savoir que Parcours RSE, c'est une méthodologie qui s'adapte au stade d'avancement de l'entreprise. On avait bien réfléchi à ce sujet tous les trois et avec Olivier Mermiot, le DRH de Gossin, pendant ce challenge. Donc, l'idée, c'est que cette méthode est adaptable donc aux entreprises qui ont déjà une démarche RSE et à celles qui n'en ont pas. Et à chaque fois dans notre présentation, on avait présenté les étapes en 3 temps, donc les théories, motivation et engagement sur lesquelles on s'est basé pour créer nos étapes, une description concrète et outillée de la solution, et à chaque fois une mise en situation avec le cas spécifique de notre client Gossin pour répondre à leurs demandes de façon générale. Et les 5 grandes étapes du parcours RSE, c'est le diagnostic, la sensibilisation, la mobilisation, l'implémentation et l'évaluation. Et en fait, au sein de chacune de ces étapes, on utilisait des outils précis. Par exemple, dans le diagnostic des questionnaires, la matrice de matérialité pour ceux qui connaissent, ou encore l'impact score de Mouvement Impact France, en plus, où travaille Vincent. La sensibilisation, on était plus sur des ateliers, des conférences autour de la RSE selon le stade d'avancement de l'entreprise.
La mobilisation, c'était plusieurs ateliers de co-création qu'on avait créés, nous, sur base d'expériences passées. Encore une fois, je vais reciter Vincent, mais c'est vrai on avait fait tout un travail grâce à son stage d'avant sur l'intelligence collective chez Make Sense. Ça nous a permis de créer tout ça à ce niveau-là. Et l'implémentation, on avait découvert une plateforme en ligne qui permet d'engager au quotidien les collaborateurs, donc qui s'appelle Challengers, et on avait eu des échanges avec eux. Donc c'était une solution qu'on pouvait vraiment implémenter si on le souhaitait au lendemain du concours chez Gossin. Et enfin, l'évaluation pour clore ce parcours. L'idée, c'était encore de revoir des questionnaires et recalculer l'impact score pour voir où on en était au sein de l'entreprise en termes d'engagement, de connaissances RSE et même d'impact en fait RSE de l'entreprise. N'hésitez pas, Vincent, Alexia, si vous voulez ajouter quelque chose. J'ai fait assez vite pour tenir le timing, mais voilà. Ça va, on est dans les temps, Clémentine. Je me suis trop dépêchée. Non, non, c'est En vrai, très bien. c'était très bien, c'était super clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en plus, bah, tu as bien fait comme ça, on est dans les temps. C'est ça. Alors, Donc voilà, c'est la fin de notre petite présentation. j'en profite de façon plus globale s'il y a des questions. Je sais qu'il y a eu des échanges dans le chat, mais s'il y a eu des questions sur un des intervenants, il y a Pierre de Gouville qui a dû nous quitter, mais sur les interventions des uns et des autres ou sur le concours. Sachant qu'évidemment, les contacts ont été partagés dans le chat. Vous pouvez aussi me recontacter directement pour avoir les contacts des uns et des autres. Pour en savoir plus. Sur le concours RSE Filatalent, il y a des présentations dédiées pour les entreprises, pour les professeurs ou pour les étudiants. À ce moment-là, il s'agit aussi de revenir vers moi. Voilà. Sachant que pour les étudiants, ça commencera en novembre. Par contre, pour les entreprises, c'est maintenant. Des questions? Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de curieux. On a été très, très clair. Voilà. Bon. Pour les slides, on essaiera, enfin si ça va à tout le monde, de les ajouter dans la présentation que je pourrais partager. Voilà, c'est la première fois que ça arrive, ça ne s'affiche pas, mais on trouvera la bonne solution. Marie nous quitte aussi, il y a Marie qui a donné ses coordonnées. Écoutez, merci à tous, très bonne journée et puis à bientôt. Merci Katia. Au revoir. À bientôt.